Au tribunal, l'avocat de mes parents m'accuse, tout ce que je possède aurait été bâti sur un capital familial volé. En réalité, j'ai fondé ma société de 47 $ seul, avec un prêt. Quand mon avocat me propose de parler, je me lève, le fixe droit dans les yeux et prononce 2 mots. Si votre famille vous a déjà souri en public tout en vous traitant discrètement comme un distributeur de billets ambulants en privé, cette histoire va vous toucher profondément. Car la pire trahison n'est pas quand des étrangers essaient de prendre ce que vous avez bâti, mais quand les personnes qui vous ont élevé décident qu'elles ont droit à tout cela. Tu viens de notre maison, de notre sang et de notre sacrifice. Donc chaque dollar que tu possèdes nous appartient de droit moral. Ma mère m'a dit cela dans une salle de conférence de tribunal pendant que mon père était assis à côté d'elle comme si j'étais une affaire qu'il voulait conclure avant le déjeuner. 9 mois plus tard, leur avocat est resté complètement silencieux. Le visage de ma mère a perdu toute couleur et toute la salle d'audience s'est figée après que j'ai prononcé seulement 2 mots. Je suis Nathalie Parker, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été la fille que les gens louaient en public et utilisaient en privé. De l'extérieur, mes parents ressemblaient au genre de couple de la classe moyenne supérieure raffinée en qui les gens avaient immédiatement confiance. Mon père, Leonard Parker, dirigeait un cabinet régional de conseil immobilier et aimait parler d'une voix calme et polie qui rendait tout raisonnable, même quand ça ne l'était pas. Ma mère, Suzanne Parker, avait une posture parfaite, de 12 boucles d'oreilles en perles, et une manière de sourire à l'église qui faisait que les femmes l'appelaient gracieuse et les hommes dignes. C'était le genre de parents qui envoyaient des cartes de remerciements manuscrites, organisaient des dîners de fête avec des serviettes assorties et savaient donner l'impression d'une famille solide de l'extérieur. À l'intérieur de la maison, les choses étaient différentes. Rien de dramatique au début. Rien d'assez évident pour que je puisse le pointeur du doigt quand j'étais plus jeune et dire « c'est de l'abus ». C'était plutôt un système. Mon frère aîné, Mason, était l'enfant prodige. Même quand il réussissait dans la vie avec la confiance d'un homme qui n'avait jamais entendu le mot « non », j'étais l'enfant utile, la fiable, celle qui avait de bonnes notes, se souvenait des anniversaires, réglait les problèmes et apprit très tôt que la paix dans notre foyer dépendait généralement de moi, de mon silence sur ce que je ressentais. Mes parents ne criaient jamais beaucoup. Cela aurait été plus facile à identifier. Ils faisaient quelque chose de plus raffiné que ça. Ils transformaient la gratitude en laisse. Nathalie est si mature. Nathalie comprend le sacrifice. Nathalie sait que la famille passe avant tout. J'ai grandi en entendant ces phrases devant des membres de la famille, des voisins, des professeurs et des amis de l'église. Et pendant des années, j'ai pensé que c'était des compliments. Je ne comprenais pas qu'ils définissaient la forme de ma vie. Ils ne me louaient pas pour avoir des limites. Ils me louaient pour ne pas en avoir. Quand j'avais 24 ans, j'ai déménagé à Chicago pour le travail et j'ai construit une vie qui, pour la première fois, m'appartenait. J'avais obtenu un diplôme en conception de systèmes, travaillé des heures folles dans une société de logiciels financiers, puis je suis parti avec 2 cofondateurs pour construire une plateforme d'analyse de risque pour les banques de taille moyenne. Cela a commencé dans un bureau exigu loué avec des chaises d'occasion, du mauvais café et un seul client qui a pris une chance avec nous. 5 ans plus tard, notre entreprise a été acquise dans un accord qui a changé ma vie de façon permanente. Je ne suis pas devenu milliardaire, mais je suis devenu suffisamment riche pour que l'argent cesse d'être une peur quotidienne. J'ai acheté une maison de ville tranquille dans un bon quartier. J'ai investi avec prudence. J'ai créé un fonds de fondation pour les filles dans les STEM au nom de ma grand-mère. J'ai engagé d'excellents conseillers et refusé les extravagances. Je vivais bien, mais pas follement. Cela comptait pour moi. Cela comptait parce que ma grand-mère, Margaret Haye, m'avait appris quelque chose que mes parents ne m'avaient jamais appris. L'argent doit vous rendre plus sûre, pas plus bruyante. Elle avait été le seul endroit doux de mon enfance. Elle voyait tout et disait très peu, à moins que cela n'importe. Quand j'avais 13 ans et que ma mère a pris l'argent d'anniversaire que ma tante Valérie m'avait donné parce que, les dépenses familiales passent avant tout, ma grand-mère l'a discrètement remplacé le week-end suivant et m'a glissé un mot disant « Garde quelque chose qui t'appartient. Tu comprendras pourquoi plus tard. » À 32 ans, j'ai enfin compris. Le premier changement étrange a commencé environ 8 mois après la clôture de l'acquisition. Jusque-là, mes parents s'étaient montrés fiers. Mon père se vantait de moi lors des déjeuners d'affaires. Ma mère disait à tout le monde que j'avais toujours été brillante. Mason,
qui avait jadis qualifié mon travail de « sottise informatique », disait soudain aux gens que sa sœur était « importante dans la finance ». Cela aurait dû faire du bien. Au lieu de cela, c'était comme se tenir au soleil un peu trop chaud. Le premier vrai signe est apparu à Thanksgiving. J'ai accueilli cette année-là parce que ma mère avait fait ce discours dramatique au téléphone sur à quel point elle était épuisée et à quel point ce serait agréable si la famille pouvait simplement se réunir chez moi pour une fois. Je savais ce que cela signifiait. Cela signifiait qu'elle voulait inspecter l'endroit. Pourtant, j'ai dit oui. Ma table à manger était mise à 15 heures. Légumes rôtis, poulet aux herbes, patates douces, pain frais, 2 tartes d'une boulangerie voisine, bougies qui sentaient légèrement le cèdre. Ma maison avait l'air chaleureuse, calme et chère sans crier pour attirer l'attention. Cela seul rendait ma mère tendue. Elle est arrivée la première avec mon père, tous deux habillés comme s'ils assistaient à un dîner de conseil de charité plutôt qu'à un Thanksgiving familial. Ma mère est entrée dans mon vestibule, a jeté un coup d'œil à l'escalier, aux moulures, au lustre, et m'a fait un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Eh bien, dit-elle en posant son sac. C'est considérable. » J'ai ri un peu. « Joyeux Thanksgiving à toi aussi, maman. » Elle a embrassé ma joue. « Ne sois pas susceptible. Je te fais un compliment. » Mon père a traversé lentement le salon les mains jointes derrière le dos. « Bon quartier, dit-il. Tu as acheté au bon moment. J'avais une excellente équipe pour me conseiller. » Il a hoché légèrement la tête. Bien sûr, le timing est toujours essentiel. Cette phrase est restée avec moi à cause de son ton si délibéré, comme s'il ne parlait pas vraiment d'immobilier. Mason est arrivé 40 minutes en retard avec sa femme, Vanessa, qui portait une robe pull crème et le genre de sourire éclatant que les femmes utilisent quand elles veulent paraître inoffensives. Elle avait des goûts chers et absolument aucun intérêt à les cacher. Je savais par les ragots de la famille que l'entreprise de salle de sport commerciale de Mason perdait de l'argent à flot, mais personne ne le disait directement. Dans notre famille, les catastrophes financières étaient enveloppées dans des mots comme « transition » et « expansion ». Le dîner a bien commencé. Nous avons parlé de la circulation, de la météo, du bébé d'un cousin, du gala de charité de ma mère. Puis mon père a posé son verre et a dit presque nonchalamment « As-tu déjà fait ta planification successorale ?» La pièce est devenue silencieuse d'une manière que les pièces polies le font quand quelque chose a mal tourné mais que tout le monde fait semblant que non. Je l'ai regardé. C'est une question étrange pour Thanksgiving. C'est une question pratique, a-t-il dit. Tu as des actifs significatifs maintenant. Vanessa a coupé ses patates douces et a souri à son assiette comme si tout cela était normal. Ma mère a tamponné le coin de sa bouche avec une serviette. Ton père est seulement préoccupé parce que tu n'es pas marié. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. J'ai 32 ans, pas 92. Ce n'est pas drôle, dit-elle. Ce n'était pas une blague. Mason s'est penché en arrière et a croisé les bras. Papa a raison, Nat. Tu as besoin de structure, de protection. Si quelque chose t'arrivait demain, où irais-tu ? J'ai regardé de visage en visage. J'ai déjà un trust. Cela a attiré leur attention. Ma mère a cligné des yeux. Tu as ? Oui. L'expression de mon père a à peine changé, mais ses yeux se sont aiguisés. Qui t'a aidé avec ça ? Mon avocat. Il y a eu une pause assez longue pour devenir visible. Puis mon père a fait un petit sourire soigné. Bien. Mais la famille devrait quand même être intégrée au plan à long terme. Intégrée, ai-je répété. Il a levé une épaule. Tu sais ce que je veux dire ? Je le savais. Je voulais juste l'entendre le dire. Je suis couverte, ai-je dit calmement. Tout est réglé. La fourchette de ma mère a cliqueté doucement contre son assiette. Réglé comment ? J'ai pris une gorgée d'eau en privé. C'était la première fois que tout le repas changeait. Pas bruyamment, pas dramatiquement, mais l'atmosphère a changé d'une manière que j'ai ressentie jusqu'au bout de ma colonne vertébrale. Ma mère est devenue extraordinairement agréable, ce qui pour elle était toujours un signe de colère. Mon père a commencé à poser des questions sur mes conseillers, ma structure fiscale, mes plans philanthropiques, mes contacts au conseil d'administration. Mason a demandé si j'avais envisagé d'investir dans quelque chose avec un réel potentiel de croissance, ce qui, je le savais,
signifiait son entreprise en difficulté. J'ai gardé mes réponses vagues. Au dessert, ma propre maison ne me semblait plus être la mienne. Après leur départ, je suis resté seul dans la cuisine avec des verres de vin à moitié vides, des assiettes grattées et un mal de tête qui fleurissait derrière mes yeux. Mon amie Julia a appelé juste au moment où je chargeais le lave-vaisselle. « C'était comment » a-t-elle demandé sans saluer. J'ai ri une fois. « Tu me connais trop bien. Tu m'as envoyé un message avec une seule phrase. Ils ont découvert que je suis organisé. » C'était suffisant. Je me suis appuyé contre le comptoir. Mes parents ont passé la moitié de Thanksgiving à m'interroger sur mon trust. Julia est restée silencieuse une seconde. « Nathalie, je sais. » « Non, écoute-moi. » Son ton a changé. Ce n'est pas une curiosité normale de parents riches. C'est de la reconnaissance. J'ai fixé l'évier. C'est un mot intensément dérangeant. Ça devrait te déranger. J'ai voulu lui dire qu'elle exagérait. J'ai voulu être le genre de fille qui pouvait encore dire « ils sont maladroits. Ils sont contrôlants. Ils sont démodés, mais ils ne feraient rien de grave. » Au lieu de cela, je me suis retrouvé à me souvenir du mot de ma grand-mère. Garde quelque chose qui t'appartient. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai vérifié que mon coffre-fort était verrouillé avant d'aller me coucher. Un mois plus tard, ma mère m'a invité à déjeuner dans un club privé qu'elle aimait parce que les serveurs s'y souvenaient de son nom. J'ai failli dire non. Puis j'ai dit oui parce qu'un vieux réflexe en moi croyait toujours que refuser ma mère devait être justifié comme un argument juridique. Elle m'a accueilli chaleureusement, a touché ma main, a complimenté mon manteau et a posé des questions sur ma fondation. Pendant 10 minutes, tout a été fluide et agréable. Puis la nourriture est arrivée et elle a plié sa serviette sur ses genoux avec la grâce prudente de quelqu'un qui se prépare à dire quelque chose qu'elle avait répété. J'ai réfléchi, dit-elle. C'est généralement comme ça que ces conversations commencent. Elle a souri finement. Ne sois pas sur la défensive. Je ne le suis pas encore. Elle a ignoré cela. Ton père a porté cette famille pendant des décennies. J'ai pris une bouchée de saumon et n'ai rien dit. Il a tout donné pour t'élever, toi et Mason. Ma fourchette s'est arrêtée. Maman, je ne vais pas faire une version révisionniste de mon enfance pendant le déjeuner. Ses yeux se sont refroidis. Je parle d'héritage. Voilà. Elle s'est penchée légèrement. Mason a des enfants. Tu n'en as pas. J'ai posé ma fourchette. Elle a continué de cette voix douce que les gens confondent avec la gentillesse. Cela signifie que tes obligations sont différentes. Tes ressources devraient éventuellement renforcer la lignée familiale principale. Pendant une seconde, tout ce que j'ai pu entendre, c'était le cliquetis des couverts des autres tables. Je l'ai regardé attentivement. Venez-vous de décrire mon frère comme la lignée familiale principale ? Oh, Nathalie, ne sois pas dramatique. Je demande parce que je veux être très précise. Elle a soupiré. Tu transformes toujours tout en confrontation. Non, je transforme la manipulation vague en langage clair. Sa bouche s'est contractée. Bien. Mason a une famille qui perpétue le nom par cœur. Tu as la liberté. Cela crée une différence morale. Je l'ai regardé fixement. Une différence morale. Oui. Je dois vous dire quelque chose d'important ici. Ma mère n'était pas une femme stupide. Elle savait exactement quel mot utiliser. Elle n'a jamais dit « donne ton argent à ton frère parce que c'est le fils et tu es jetable ». Elle disait des choses comme « différence morale » et « continuité familiale » et « gestion pratique ». Elle habillait la cupidité en philosophie. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. À quel point avez-vous tous discuté de cela sans moi ? Elle a semblé offensée, ce qui a répondu à ma question immédiatement. Nathalie, dit-elle, il n'y a aucune raison d'être hostile. Ton père pense simplement que la famille ne devrait pas être fragmentée par l'ego individuel. J'ai ri et le son est sorti plus froid que je ne m'y attendais. Mon indépendance financière n'est pas un problème d'ego. Elle a baissé la voix. Nous parlons de ce qui est juste. Non, ai-je dit doucement. Vous parlez de ce que vous voulez. Elle s'est alors assise en arrière et la douceur a disparu pendant une demi-seconde. J'ai vu la vraie irritation en dessous.
tu as changé. J'ai failli dire, non, j'ai commencé à vous entendre clairement. Au lieu de cela, j'ai demandé l'addition. Quand je suis rentré chez moi, j'avais un message vocal de mon père. Appelle-moi ce soir. Nous devons discuter d'un cadre familial. Un cadre familial. J'ai écouté ce message 3 fois, non pas parce que je ne l'avais pas entendu, mais parce que je voulais comprendre pourquoi il me serrait l'estomac. Ce vendredi-là, mon père est venu à mon bureau sans prévenir. Pas ma maison, pas un café, mon bureau. Je servais toujours de consultante stratégique 2 jours par semaine pour la société acquéreuse, principalement parce que j'aimais le travail et détestais l'idée de devenir un élément décoratif dans ma propre vie. Mon bureau était au 14e étage d'un immeuble en verre au centre-ville. Accès sécurisé, réception en bas, visiteurs programmés. Mon père n'aurait pas dû pouvoir simplement apparaître là. Pourtant, il était là, en costume anthracite, debout près de la fenêtre tandis que mon assistante avait l'air désolée dans l'embrasure de la porte. « Je suis tellement désolée, dit-elle. Il a dit qu'il était de la famille et que c'était urgent. »« C'est bon, Tessa, ai-je dit. Peux-tu nous laisser une minute ?» Elle a hoché la tête et est partie, bien que sans joie. J'ai apprécié qu'elle ait l'air mal à l'aise. Mon père ne s'est pas assis. « Tu n'as pas rappelé. » Je travaillais. Ses yeux ont balayé la pièce. « Belle installation. De quoi as-tu besoin, papa ?» Il s'est tourné complètement vers moi. « Tu rends cela plus difficile que nécessaire. » J'ai gardé un visage neutre. « Rendre quoi plus difficile ? Notre planification ? Il n'y a pas de notre planification. Il a expiré par le nez. Nathalie, la richesse sans structure nuit aux familles. Non, l'appropriation le fait. Une pause. Puis il a marché jusqu'à mon bureau et a posé un dossier. Examine ceci, dit-il. Je n'y ai pas touché. Qu'est-ce que c'est ? Une proposition de stratégie d'alignement des actifs familiaux. Je l'ai regardé lentement. Cela semble faux. Ça ne l'est pas. Alors explique-le en langage normal. Sa mâchoire s'est contractée. Cela crée une supervision centralisée pour certaines participations et des droits de distribution à long terme. Je l'ai regardé sévèrement. Ce n'est pas non plus un langage normal. Il a alors perdu patience, juste un peu, mais assez pour que j'entende son vrai ton. Cela donne à la famille une protection coordonnée au lieu de laisser un membre se comporter comme une institution isolée. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait un projet préparé par un cabinet d'avocats que je connaissais de réputation. Langage de restructuration de fiducie, disposition de supervision, examen de l'autorité, arrangement de transfert contingent. Tout n'était pas immédiatement clair, mais j'en ai compris suffisamment pour avoir froid. Pourquoi, ai-je demandé soigneusement. Masson est-il listé comme co-conseiller de fiducie discrétionnaire future dans une section ? C'est un projet. Pourquoi maman est-elle listée comme soutien de décision médicale ? C'est un projet. Pourquoi y a-t-il ici un langage qui pourrait permettre l'examen de ma compétence si je refuse certaines recommandations de planification ? Le visage de mon père n'a pas bougé. C'était pire que s'il avait tressailli. Je l'ai regardé. Vous m'apportez un langage apparenté à la curatelle dans un document familial. C'est une interprétation sauvagement émotionnelle. Non, c'est une interprétation littérale. Il a posé les 2 mains sur le dossier de la chaise en face de mon bureau. Nathalie, personne ne t'attaque. Alors pourquoi y a-t-il ici un libellé légal qui augmente l'autorité familiale si je suis considérée comme instable ou financièrement autodestructrice ? Il a parlé lentement comme si j'étais irrationnel parce que, les individus très fortunés peuvent devenir isolés et vulnérables aux mauvais acteurs. Ma peau est devenue froide. Mauvais acteur. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, tu n'es pas marié. Tu n'as pas d'enfant. Tu prends des décisions unilatérales. Tu es émotionnellement attaché à des étrangers et à des causes caritatives qui ne préservent pas la continuité familiale. Ce sont des schémas de risque. Je peux encore me souvenir de la façon dont la ville apparaissait derrière lui à travers la vitre. Lumière d'hiver éclatante, circulation minuscule, gens marchant avec des cafés et des mallettes tandis que mon propre père se tenait dans mon bureau décrivant mon indépendance comme un symptôme. J'ai fermé le dossier. Je ne signe rien, ai-je dit.
Son expression s'est durcie pour la première fois. Tu ne devrais pas faire de ta propre famille un ennemi. Je me suis levé. Alors ne vous comportez pas comme tel. Ses yeux sont devenus vides. Tu es trop émotive pour voir l'ampleur de ce qui est en jeu. Je me suis dirigé vers la porte et l'ai ouverte. Cette réunion est terminée. Tessa a levé les yeux instantanément de son bureau. Bien. Laissez-la voir que je n'étais pas à l'aise. Mon père est parti sans un mot, mais à l'embrasure de la porte, il s'est tourné et a dit doucement, « Tu as été protégée si longtemps, Nathalie. Tu confonds structure et contrôle. Fais attention. » Après son départ, j'ai verrouillé la porte de mon bureau et me suis assise par terre pendant presque 5 minutes entières parce que mes genoux ne me semblaient pas fiables. Ce soir-là, j'ai scanné chaque page du dossier et l'ai envoyé à mon avocate, Rebecca Sloan, avec l'objet « Demande d'examen urgent. Problème familial ». Elle m'a appelé moins d'1 heure plus tard. « Nathalie, dit-elle, où as-tu eu ça ?»« Mon père. »« D'accord, je dois te demander d'écouter attentivement. Ne signe rien. N'accepte rien verbalement. Ne donne à personne de copie de tes documents d'état civil. Et à partir de maintenant, suppose que chaque discussion familiale sur ton bien-être a une stratégie juridique sous-jacente. » J'ai dégluti. À quel point c'est grave. Je ne peux pas évaluer le motif avec certitude, dit-elle, car Rebecca était prudente avec les mots. Mais je peux te dire que ce projet n'était pas anodin. Il contient plusieurs points de pression qui pourraient être utilisés pour contester ton autonomie au fil du temps s'ils sont associés à la bonne narration. La bonne narration ? Je suis resté immobile. Quelle narration ? Que tu es isolé, émotionnellement instable, financièrement imprudente ou sous l'influence extérieure. J'ai exhalé un souffle tremblant. Rebecca a continué. Tes parents ont-ils accès à l'un de tes médecins? Non. Des thérapeutes? Non. Du personnel de maison? Une femme de ménage 2 fois par semaine, mais elle passe par une agence et les connaît à peine. Bien. Renforce tout de même. Mot de passe, autorisation de visiteur, contact d'urgence, directive médicale, et Nathalie. Oui. Documente tout. Après cet appel, j'ai ouvert un dossier numérique verrouillé et j'ai commencé une chronologie. Question de Thanksgiving sur mon trust. Déjeuner avec maman sur la lignée familiale. Papa au bureau avec un projet de loi instabilité et supervision. J'ai enregistré le dossier scanné à 3 endroits. Un disque chiffré, un coffre-fort cloud, une copie papier dans mon coffre-fort. J'ai également pris des captures d'écran du message vocal de mon père. J'ai fait tout cela parce que Rebecca me l'avait demandé. Ce que je n'ai pas dit à voix haute, c'est que quelque chose de vieux et de douloureux avait commencé à se réveiller en moi. Pas la peur exactement, mais la reconnaissance. Parce qu'une fois que l'on grandit avec des gens qui réécrivent la réalité avec des voix polies, on devient très sensible au moment où le langage cesse d'être du langage et se transforme en arme. Au cours des 6 semaines suivantes, la pression est devenue plus raffinée. Ma mère appelait plus souvent et posait des questions étranges déguisées en inquiétude. Dors-tu suffisamment? Tu as l'air fatigué. Te sens-tu dépassé depuis l'acquisition? Ne t'inquiètes-tu jamais que toute cette responsabilité soit trop lourde pour une seule personne? Prises séparément, ces questions semblaient inoffensives. Ensemble, répétées, elles créaient un motif. Je le savais. Elle savait que je le savais. C'était la partie malsaine. Nous parlions 2 langues à la fois. Celle en surface et celle en dessous. Mason a également changé de tactique. Il a commencé à m'envoyer des messages faussement amicaux. Salut Nat, papa s'inquiète pour toi. Ne nous exclus pas. Réunion de famille dimanche. Réinitialisons et avançons. Tu sais, maman veut bien faire. La partie la plus insultante était la façon dont il coordonnait tout cela de manière professionnelle. Personne n'a envoyé de menaces. Personne n'a écrit quoi que ce soit d'ouvertement cupide. Tout était préoccupation, unité, gérance, réinitialisation. Des mots qui sonnaient sains jusqu'à ce que l'on regarde ce qu'ils essayaient de prendre. Un dimanche, contre mon meilleur jugement, je suis allé chez mes parents. L'ancienne demeure ressemblait exactement à ce qu'elle était quand j'avais 16 ans. Façade en briques, volets noirs, étayés, la même lanterne en laiton près de la porte.
Ma mère avait arrangé le foyer comme un reportage de magazine. Mon père était dans le bureau. Mason était déjà là. Vanessa aussi, assise élégamment sur le canapé comme un témoin qu'il voulait dans la pièce pour la gestion du ton. J'aurais dû partir alors. Au lieu de cela, je me suis assise parce qu'une partie de moi voulait encore des preuves, quelque chose d'indéniable, quelque chose que je pourrais arrêter de remettre en question la nuit. Mon père a commencé d'une voix douce. Cela n'a pas besoin d'être conflictuel. Je n'ai rien dit. Ma mère a croisé les mains. Nous craignons que le succès ne t'ait isolé. J'ai failli rire. Mason s'est penché en avant. Nous t'aimons tous, Nat, mais ces derniers temps, tu as été méfiante envers tout le monde. Voilà. Inverser les rôles. Faire de moi la force déstabilisatrice. Je l'ai regardé. Tu veux dire que j'ai remarqué que papa a essayé d'insérer un langage de contrôle légal dans un document de planification familiale. Vanessa a parlé pour la première fois. Peut-être que c'était seulement pour te protéger. Je me suis tourné vers elle. As-tu participé à sa rédaction? Elle a semblé surprise. Bien. Bien sûr que non. Alors peut-être n'interprète pas des documents juridiques que tu n'as jamais lus. Les yeux de Mason ont brillé. Ne parle pas comme ça à ma femme. Je l'ai regardé. Alors ne fais pas entrer ta femme dans une embuscade. Mon père a levé une main comme un juge rétablissant l'ordre. Nathalie, écoute. Personne n'essaie de te faire du mal. Mais quand la richesse atteint une certaine ampleur, les familles ont besoin d'alignement. Alignement, ai-je répété. Oui, mes actifs ne sont pas acquis. Cela a presque fait sourire Mason, mais ma mère a interrompu sèchement. Cette attitude est exactement ce qui nous préoccupe. Je l'ai regardé. Quelle attitude? L'alphabétisation? Elle a inspiré lentement par le nez, gardant son sang-froid avec un effort visible. La défensive, la volatilité, la méfiance. Je me suis tu alors parce que quelque chose dans la pièce a changé pour moi. J'ai vu la réunion clairement d'un seul coup. 4 personnes. Ton contrôlé, cadrage partagé, mots-clés répétés, inquiétude présentée comme preuve. Mes réactions présentées comme de l'instabilité. Ce n'était pas un conflit familial. C'était une construction de dossier. Mon père m'a regardé attentivement. Tu as besoin de conseils. Je me suis levé. Non, vous avez besoin d'accès. La pièce est devenue froide. La voix de ma mère a baissé, après tout ce que nous avons fait pour toi. Et voilà encore. L'ancien hameçon sous une nouvelle forme. J'ai attrapé mon manteau sur la chaise. Je pars. Mason s'est levé aussi. Fuir prouve leur point. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Rester pour une manipulation coordonnée prouverait le vôtre. Je suis sorti le cœur battant si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Dans l'allée, mes mains tremblaient si violemment que j'ai laissé tomber mes clés. Quand je suis enfin monté dans la voiture, j'ai verrouillé les portes et suis resté là, respirant par de courtes rafales furieuses. Puis j'ai fait la chose la plus intelligente que j'ai faite de la semaine. J'ai enregistré un mémo vocal pendant que tout était frais. Date, heure, qui était présent, phrases exactes utilisées, ton, séquence. J'ai parlé pendant 11 minutes d'affilée, puis j'ai téléchargé le mémo dans le même fichier crypté où j'avais stocké le projet juridique. Ce mémo vocal a compté plus tard, plus que je ne le savais. En février, les choses ont dégénéré en quelque chose de plus public. Une chroniqueuse d'affaires m'a mentionné dans un portrait de femme fondatrice restée influente après une acquisition. C'était flatteur, équilibré, rien de scandaleux, mais cela a augmenté ma visibilité. 2 jours plus tard, ma mère l'a fait suivre à ma famille élargie avec un message que je n'étais jamais censé voir. Ma cousine Léa m'a envoyé des captures d'écran avec la légende « Tu dois voir ça maintenant ». Le courriel de ma mère disait « Nous sommes fiers de Nathalie, mais le succès l'a profondément changée. S'il vous plaît, gardez-la dans vos prières. Elle est devenue très isolée, et Léonard et moi faisons de notre mieux pour l'aider à prendre de bonnes décisions avant que des étrangers n'en profitent. » J'ai fixé mon téléphone jusqu'à ce que ma vue se brouille. Voilà. La narration pas assez directe pour une poursuite, pas assez évidente pour que des étrangers la condamnent,
mais suffisante pour semer le doute dans l'esprit de parents qui considéraient déjà mes parents comme mesurés et respectables. J'ai appelé Léa immédiatement. Qui d'autre a reçu ça? Trop de monde, a-t-elle dit soigneusement. Nathalie, ça va? J'ai failli mentir. Non. Elle est restée silencieuse. Puis elle a dit, j'ai toujours pensé que quelque chose n'allait pas. Je n'ai juste jamais su à quel point. Cette phrase m'a brisé le cœur d'une manière inattendue parce que c'est une autre chose cruelle à propos de la manipulation familiale. Beaucoup de gens le sentent. Très peu interviennent. Non pas parce qu'ils sont mauvais. Généralement parce que les personnes abusives sont intelligentes, sociales, prudentes et profondément investies dans l'apparence normale. J'ai rencontré Rebecca le lendemain matin dans son bureau. Elle portait un tailleur bleu marine, avait les cheveux relevés et ressemblait à une femme qui facturait à la minute parce que ses minutes comptaient. Je lui faisais de plus en plus confiance chaque fois que j'étais assise en face d'elle. Elle a étalé des copies imprimées du projet, ma chronologie, les captures d'écran de Léa et le message vocal de mon père. Tu as bien documenté, a-t-elle dit. Cela aide. Dis-moi la vérité. La vérité est qu'il crée un dossier, a-t-elle dit. Informel, social et potentiellement légal. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Vers quoi? Il y a plusieurs possibilités. Pression pour restructurer votre succession. Une contestation de compétences, bien que ce soit difficile sans preuve réelle. Camouflage de diffamation. Ingérence par pression sur la réputation familiale. Même une stratégie civile liée à des allégations de promesses implicites. Selon ce qu'ils pensent, ils peuvent argumenter. Je ne leur ai jamais rien promis. Bien. Gardez ça comme ça. J'ai baissé les yeux sur les papiers. Je me sens folle rien que d'en discuter. Le visage de Rebecca s'est légèrement adouci. C'est courant lorsque des personnes intelligentes sont manipulées par des personnes intelligentes. J'ai levé les yeux. Elle a continué, vous n'avez pas affaire à des méchants de dessins animés. Vous avez affaire à des ingénieurs narratifs disciplinés. Cette phrase est restée avec moi. Des ingénieurs narratifs disciplinés. Cela sonnait clinique, mais c'était exactement ça. Mes parents n'étaient pas imprudents. Ils étaient stratégiques. Ils avaient passé des années à étudier quelle version de moi était la plus facile à contrôler. La belle-fille, la fille coupable, la fille craignant d'être traitée d'égoïste. Rebecca a fait glisser une page vers moi. Je veux que vous mettiez à jour vos directives médicales, vos contacts d'urgence et vos autorisations domestiques. Je veux également une déclaration écrite de votre médecin traitant confirmant l'absence de problèmes cognitifs si jamais nous en avons besoin. J'ai cligné des yeux. Vous pensez que ça pourrait aller si loin? Je pense que les gens intelligents se préparent avant d'avoir besoin de preuves. Alors, je l'ai fait. J'ai rencontré mon médecin, le docteur Hélène Mercé, pour un examen de bien-être de routine et lui ai expliqué en privé qu'il y avait une tension familiale autour des finances et une potentielle manipulation narrative. Elle a écouté sans interruption, puis a dit, « Je suis contente que vous soyez venu avant qu'il n'y ait une crise. » Cette phrase seule m'a fait me sentir moins impuissante. J'ai tout mis à jour, contacts médicaux, sécurité domestique, politique de visiteurs au bureau, protection de mon trust, instruction temporaire auprès de ma banque. Mon conseiller financier, Oliver Grant, a ajouté des protocoles de vérification supplémentaires à toute demande de transfert ou d'autorisation liée à moi ou à quiconque prétendant agir en mon nom. Je me sentais ridicule en faisant tout cela. Je me sentais aussi plus en sécurité. Puis est venue l'humiliation qui a changé toute ma température émotionnelle. Mes parents ont organisé un dîner de charité printanier. Le genre d'événement avec des feuilles d'enchères silencieuses, des quatuors à cordes et des femmes se complimentant sur leur robe avec une légère rancœur dans les yeux. J'ai failli ne pas y aller, mais ma mère a appelé et a dit, « Les gens demanderont où tu es. » Ne rends pas les choses plus difficiles. Alors, j'y suis allé. La salle de bal était éclairée d'or, élégante et pleine de gens qui connaissaient notre famille de nom. Ma mère a accueilli les invités comme une reine. Mon père a travaillé la salle comme un diplomate. Mason a plané près du tableau des donateurs, essayant d'avoir l'air financièrement solide. Pendant la première heure, tout s'est bien passé. Puis je me suis retrouvé coincé près de la table des desserts par deux femmes du cercle social de ma mère. L'une d'elles, Madame Talbet,
m'a touché légèrement le bras et a dit « Tes parents s'inquiètent tellement pour toi, ma chère. » Je suis resté immobile. Ah oui? L'autre femme m'a fait un sourire de sympathie si faux que j'aurais pu le briser en deux. C'est difficile quand le succès crée de la distance. Je les ai regardés et j'ai compris. Instantanément, ma mère avait parlé. Pas assez pour créer une scène, juste assez pour créer une atmosphère. J'ai souri poliment et me suis excusé. Mais avant que je ne puisse quitter la pièce, ma mère est montée sur la petite scène pour remercier les donateurs. Elle a fait les remarques gracieuses habituelles, a remercié les sponsors, loué la communauté, la générosité. Puis elle a ajouté, une main sur le cœur, et en tant que mère, je veux aussi dire quelque chose de personnel. Parfois le plus grand défi est de regarder l'enfant que l'on aime s'éloigner et prier pour que la sagesse revienne avant l'orgueil. La salle a émis ce doux murmure de sympathie que les riches font quand ils pensent assister à une douleur morale. Elle n'a jamais dit mon nom. Elle n'en avait pas besoin. Tous les yeux dans cette pièce savaient exactement de qui elle parlait. Je suis resté là, la gorge brûlante et le dos droit. Et à ce moment, quelque chose de propre et froid s'est installé en moi. La honte a disparu. Pas la douleur, pas la colère, mais la honte. Parce que l'humiliation ne fonctionne que si une partie de vous accepte de la porter. Je suis parti avant le dessert. Dehors, l'air était frais et sentait la pluie sur la pierre. J'ai appelé Julia du trottoir. Elle m'a transformé en une demande de prière en talons, ai-je dit dès qu'elle a décroché. Julia est restée silencieuse, puis a dit « D'accord, j'en ai fini d'être poli à ce sujet. Tes parents sont en train de construire une couverture sociale. » Je sais. Non, Nathalie, écoute-moi. Ils sont en train de lancer en douceur ta campagne de diffamation. J'ai fermé les yeux. Je sais. De retour à la maison, j'ai changé de vêtements, me suis démaquillé et me suis assise à mon îlot de cuisine en survêtement, mes talons encore aux pieds parce que je n'avais pas l'énergie de les enlever. J'ai rejoué la nuit encore et encore. Le ton de ma mère, les femmes au dessert, mon père regardant ailleurs pendant que cela se passait, Mason faisant semblant que rien de tout cela ne le concernait. Vanessa observant tout avec ce visage composé et observateur comme si elle attendait de voir qui sortirait vainqueur avant de prendre clairement parti. À minuit, j'ai ouvert la boîte de rangement qui contenait d'anciens papiers de famille de la succession de ma grand-mère. La plupart étaient des cartes ordinaires, des actes, des photos, de la correspondance d'assurance, quelques vieux carnets. Je n'y avais pas regardé attentivement depuis des années. Je ne l'ai ouverte cette nuit-là que parce que je voulais me sentir proche de la seule personne de ma famille qui m'avait jamais aimé sans drame. Près du fond, dans un simple dossier avec l'écriture de ma grand-mère, j'ai trouvé 3 choses qui m'ont coupé le souffle pendant une seconde. La première était une copie d'une note de propriété modifiée concernant un bâtiment commercial que mon père avait un jour prétendu avoir sauvé grâce à son propre génie financier. La seconde était une courte lettre manuscrite de ma grand-mère à quelqu'un nommé Daniel Cross, que j'ai reconnu après un instant comme son ancien avocat. La troisième était une enveloppe scellée portant mon nom. Pas « Nathalie enfant », pas un vague, pour les archives familiales. Mon nom complet d'adulte écrit de la main soignée de ma grand-mère. Je me suis assise immédiatement. Mes doigts ont plané sur l'enveloppe pendant une longue seconde avant que je ne l'ouvre. À l'intérieur se trouvait une note d'une page. Nathalie, si tu lis ceci, cela signifie que j'ai trop attendu pour dire certaines choses clairement. Ton père est intelligent, et les gens intelligents sont les plus dangereux quand ils croient que le nom de famille excuse tous les appétits. Il y a des documents que Daniel peut expliquer si nécessaire. Garde tes dossiers. Fais confiance au comportement, pas au titre. Et si quelqu'un te dit un jour que le sacrifice est le prix de l'amour dans cette famille, ne les crois pas. Avec amour, grand-mère Margaret. Je l'ai lu 2 fois, puis 3 fois. En bas, en écriture plus petite, elle avait ajouté « Demande à Daniel à propos du transfert Ridgeway ». Je n'avais aucune idée de ce qu'était le transfert Ridgeway, mais j'ai su une chose immédiatement. Ma grand-mère m'avait laissé une miette de pain, et elle l'avait fait parce qu'elle s'attendait à ce que j'aie un jour besoin de preuves de quelque chose qu'elle ne confiait pas à mon père. Le lendemain matin, j'ai appelé Rebecca. J'ai trouvé une note de ma grand-mère, ai-je dit. Sa voix s'est instantanément aiguisée. Ne le dis pas à ta famille. Scannez tout. Envoie-le uniquement à moi. Je l'ai déjà scanné. Bien. Je vais me renseigner sur Daniel Cross et la référence Ridgeway.
Toute cette journée s'est sentie différente. La peur était toujours là, mais maintenant elle avait de la compagnie, une direction, une forme. À la fin de la semaine, Rebecca a trouvé Daniel Cross, retraité, mais joignable via un petit bureau privé en dehors de la ville. Il a accepté de me rencontrer après que je lui ai dit de qui j'étais la petite fille. J'y suis allé seul un mardi matin gris avec la note dans mon sac et une oppression dans ma poitrine qui ressemblait presque à de l'espoir. Daniel Cross avait une 60aine d'années, les yeux perçants, se déplaçant lentement, et beaucoup plus alerte que la plupart des hommes de la moitié de son âge. Son bureau sentait le papier, le café et le vieux bois. Il a lu la note de ma grand-mère sans surprise, ce qui, d'une certaine manière, m'a plus troublé que s'il avait haleté. Il l'a posée et m'a regardé longuement. Margaret pensait beaucoup de bien de vous. J'ai dégluti. Elle m'a prévenu. Oui, a-t-il dit simplement. Je crois qu'elle l'a fait. Il a ouvert un tiroir et a sorti un dossier. Pas épais, pas dramatique, mais vieux, conservé et évidemment important. Avant le succès de votre entreprise, a-t-il dit, avant que votre père ne commence à parler publiquement comme si tout dans la famille découlait de sa propre stratégie, il y a eu un transfert interne lié à une propriété commerciale Ridgeway. Votre grand-mère a effectué ce transfert sous des conditions qu'elle ne lui a pas entièrement divulguées. Mon pouls a bondi. Quelles conditions ? Daniel a croisé les mains. Je ne discuterai pas des détails tant que Rebecca Sloan ne sera pas présente ou ne l'autorisera pas, mais je peux vous dire ceci. L'histoire que votre père raconte sur qui a construit quoi dans cette famille n'est pas aussi simple qu'il le préfère. Je l'ai regardé, il a continué. Et il peut y avoir des dossiers pertinents pour les litiges actuels si vos parents ont l'intention de vous contester financièrement ou moralement dans un forum public. Moralement, même entendre ce mot d'un avocat me rendait malade. J'ai quitté le bureau de Daniel avec moins d'informations que je n'en voulais, mais plus de certitude que quand j'étais entré. Ma grand-mère n'avait pas imaginé le danger, elle l'avait documenté. 3 jours plus tard, mon père a appelé et a dit que nous devions rencontrer un conseiller externe pour régler les malentendus avant que les choses ne deviennent désagréables. J'ai presque ri de la révélation de cette phrase. Quel malentendu, ai-je demandé. Il a répondu de ce ton doux et patient que je détestais depuis l'adolescence. Tu es devenu conflictuel sans raison, et la famille a besoin de clarté. J'ai de la clarté. Non, dit-il. Tu as une motion. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine la pluie glisser sur la vitre. Où a lieu cette réunion ? Au bureau de notre avocat. Lundi, 11h. Qui sera là ? Ta mère, Mason et le conseiller. Il n'y avait aucune raison pour que Mason soit là à moins que mes actifs ne fassent partie d'un futur plan qui l'impliquait directement. J'apporterai mon avocat, ai-je dit. Une petite pause. Puis mon père a dit, ce serait une escalade inutile. J'ai souri sans humour, alors annulez votre avocat. Il n'a rien dit pendant une seconde, et ce silence m'a dit plus que n'importe quel discours n'aurait pu le faire. Lundi, dit-il finalement et raccrocha. Rebecca a assisté à la réunion avec moi. Le bureau appartenait à un cabinet du centre-ville spécialisé dans les litiges successoraux, les questions de continuité d'entreprise et les structures familiales à fort conflit. La salle de conférence était toute en bois poli, en eau en bouteille, en art neutre et en calme coûteux. Le genre de pièce construite pour rendre les choses laides respectables. Ma mère était assise avec un dossier en cuir devant elle. Mon père avait l'air composé. Mason avait l'expression d'un homme qui s'efforçait de paraître assez mature pour une conversation plus grande que lui. En face d'eux était assis leur avocat, Richard Holloway, aux cheveux argentés, bien éduqué et prudent. Il a souri à Rebecca et à moi lorsque nous sommes entrés. Mademoiselle Parker, Mademoiselle Sloan, nous nous sommes assises. Richard a croisé les mains. L'objectif aujourd'hui est la résolution. Rebecca a dit sèchement, résolution de quoi exactement ? Mon père a répondu avant que Richard ne le puisse. Cette famille a atteint un point où la position de Nathalie sur les obligations partagées nécessite une clarification. Je me suis tourné vers lui. Obligations partagées ? Ma mère a parlé comme si elle était peinée par ma confusion. Nathalie, s'il te plaît. Tu sais que ton père t'a soutenu pendant des années. Rebecca est intervenue en douceur. Le soutien n'est pas une propriété indéfinie. Richard a fait un sourire diplomatique. Personne ne suggère la propriété.
Nous discutons d'une reconnaissance familiale équitable à la lumière d'une mobilité ascendante extraordinaire qui ne s'est pas produite dans le vide. C'était une manipulation si élégante que je l'ai presque admirée. J'ai dit, discutons-nous de mon argent ou non? Richard m'a regardé calmement. Vos parents croient que certaines ententes verbales et de longues contributions familiales ont créé des attentes. Il n'y a pas eu de telles ententes, ai-je dit. La voix de mon père s'est légèrement durcie. Ce n'est pas comme ça que je m'en souviens. Rebecca a pris des notes. Puis Richard a fait glisser un document sur la table. Pas un dépôt, dit-il. Un cadre proposé. J'ai baissé les yeux. C'était pire que le projet précédent. Celui-ci utilisait un langage plus doux et une structure plus intelligente, reconnaissance de la contribution parentale, règlement familial volontaire, équilibrage de l'héritage, soutien à la transition consultative, rien d'assez brutal pour paraître monstrueux. Tout d'assez précis pour créer une pression future. Si signé, cela commencerait par reconnaître que ma richesse existait en partie grâce au sacrifice et aux conseils de ma famille. Cette reconnaissance seule pourrait devenir la base de revendications ultérieures, morales et peut-être légales. J'ai levé les yeux lentement. Combien? Mon père a répondu cette fois avec un sang-froid complet. La famille ne devrait pas avoir à négocier avec vous pour l'équité. Combien, ai-je répété. Mason l'a finalement dit. L'objectif de transfert principal discuté était de 70% sur le long terme. Structuré intelligemment, bien sûr. Je me suis tourné pour le regarder. Ma mère a ajouté, avec des protections et une gestion progressive. 70%, pas un cadeau, pas un soutien, pas une aide en cas d'urgence, ma fortune. Il voulait que tout mon avenir financier soit orienté vers leur contrôle et la lignée de Mason, juste distribué dans un langage suffisamment subtil pour résister à l'examen. J'ai senti mon cœur battre dans ma gorge, mais ma voix est sortie à un niveau égal. Alors, laissez-moi comprendre ça. Vous m'avez amené dans un cabinet d'avocats pour me dire que, parce que vous êtes mes parents, vous croyez que la majeure partie de ce que j'ai bâti devrait être redirigée vers la structure familiale que vous contrôlez. Richard a ouvert la bouche avec prudence. Je ne le formulerai pas exactement comme ça. Bien sûr que non, dit Rebecca. Mon père s'est penché en avant. Tu viens de notre maison, de notre sang et de notre sacrifice. Donc chaque dollar que tu possèdes nous appartient de droit moral. La pièce est devenue silencieuse. Voilà. La phrase. Non caché, non poli, non enrobé. Ma mère n'a même pas tressailli. Mason avait l'air tendu, mais pas surpris. Le visage de Richard Holloway n'a changé que légèrement, mais je l'ai vu. Il n'avait pas voulu que cela soit dit aussi clairement. J'ai regardé mon père et j'ai senti quelque chose en moi devenir complètement immobile. Toutes ces années de confusion, toutes les tentatives de les expliquer avec gentillesse. Tout le langage familial poli avait disparu. Vous devriez être très prudent, a dit Rebecca tranquillement, concernant la différence entre la fantaisie morale et le droit applicable. Richard s'est raclé la gorge. Peut-être que les émotions sont à fleur de peau. Non, ai-je dit, regardant toujours mon père. C'est la chose la plus claire que quiconque ait dite. Ma mère a croisé les mains. Nathalie, si tu forces cela au tribunal, les détails familiaux deviendront publics. Est-ce vraiment ce que tu veux? Voilà. La menace enveloppée de préoccupation. Je me suis tourné vers elle. Si vous poussez cela plus loin, je vous promets que je ne serai pas celle qui sera embarrassée par la publicité. Pour la première fois, Mason a eu l'air incertain. Richard a essayé de reprendre le contrôle. N'escaladons pas. Personne ici ne veut de litige. Rebecca a fermé le document et l'a repoussé sur la table. Alors vos clients devraient cesser de se comporter comme des actionnaires déçus. Nous sommes partis 10 minutes plus tard sans accord. Dans l'ascenseur. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai dû agripper la rampe. Rebecca se tenait à côté de moi, calme comme jamais. Respire. J'ai ri une fois, un son brisé, 70%. C'est pourquoi, dit-elle, nous supposons qu'ils n'en sont qu'au début. Je l'ai regardé. Vous pensez qu'ils vont me poursuivre? Elle m'a regardé dans les yeux. Je pense que les gens intelligents et cupides qui se sentent en droit s'arrêtent rarement au premier nom. Elle avait raison, car 4 semaines plus tard, mes parents ont déposé une plainte.
Ils n'ont pas déposé quelque chose de simple ou d'ouvertement ridicule. Ils ont déposé une plainte civile soigneusement formulée, basée sur des représentations de dépendance familiale présumée, une participation intergénérationnelle aux actifs promises, un préjudice de réputation lié à mes dénégations publiques de soutien parental. Et un langage de préjudice émotionnel si cynique que j'ai dû le lire 2 fois. Leur posture publique n'était pas « notre fille nous doit parce que nous voulons son argent ». C'était « nous avons consacré nos vies à créer les conditions du succès extraordinaire de notre fille et elle a maintenant cruellement renié ses obligations tout en excluant des parents vieillissants et vulnérables de la prospérité rendue possible par leur sacrifice. » Des parents vieillissants et vulnérables. Ma mère avait 59 ans et faisait du pilates 3 fois par semaine. Mon père jouait toujours au double de tennis avec des hommes de 10 ans ses cadets et ne se plaignait que lorsque le café du club était faible. Quand j'ai fini de lire le dossier, je n'ai pas pleuré. Je me suis assise à ma table à manger en silence complet avec la ville sombre derrière mes fenêtres, et j'ai compris une chose avec une clarté horrifiante. Ils étaient prêts à transformer toute notre histoire en une représentation judiciaire si c'était ce qu'il fallait pour me posséder. Et en cherchant à nouveau la note de ma grand-mère, j'ai réalisé que la suite n'était plus une question de préserver la paix familiale. Il s'agissait de survivre à mes propres parents en gardant la vérité intacte. Le procès aurait dû me briser. Je pense que c'est ce qu'ils attendaient. Non pas que je m'effondre de façon dramatique, mais que je me fatigue. Que je regarde le coût émotionnel, le risque de gros titres, les frais juridiques, les chuchotements familiaux, et que je décide qu'un paiement gigantesque était la solution la plus facile. Les gens comme mes parents comptent rarement sur la force seule. Ils comptent sur l'épuisement. Ils comptent sur le fait que votre soif de paix devienne plus forte que votre soif de justice. Pendant la première semaine après le dépôt, j'ai à peine dormi. Je me déplaçais dans ma maison comme une personne traversant une chambre d'hôtel qu'elle n'avait pas choisie. Les murs avaient le même aspect. Les meubles restaient à leur place habituelle. Ma machine à café sifflait tous les matins à l'heure. Mais quelque chose en moi avait changé. La maison ne me semblait plus être le lieu où la vie se déroulait. Elle me semblait être un quartier général. Julia est venue le 2e soir, apportant de la nourriture thaïlandaise, 2 bouteilles d'eau pétillante et l'expression d'une femme prête à s'asseoir par terre avec moi jusqu'au lever du soleil si nécessaire. Elle m'a trouvé à l'îlot de cuisine en vieux survêtement, entouré de plaidoiries imprimées, de bloc-notes juridiques et de chronologies surlignées. On dirait que tu te prépares à renverser un gouvernement, a-t-elle dit. Presque, ai-je marmonné. Je me prépare à survivre à ma famille. Elle a posé la nourriture et m'a étudié une seconde. As-tu mangé? La moitié d'une barre protéinée à 3 heures. Nathalie, je sais. Elle a tiré une chaise et s'est assise en face de moi. Dis-moi où tu en es. J'ai fixé la pile de documents. Je n'arrête pas de penser que j'ai peut-être raté quelque chose. Un point où j'aurais pu mieux gérer cela. Une phrase que j'aurais pu dire différemment il y a des mois avant d'en arriver là. Julia n'a pas répondu immédiatement, ce qui était l'une des raisons pour lesquelles je lui faisais confiance. Elle ne s'est jamais empressée de me réconforter avec des bêtises. Finalement, elle a dit, tu n'as pas accidentellement créé un procès en ne réussissant pas à utiliser la voix de la fille parfaite. Je l'ai regardée. Elle s'est penchée en avant. Écoute-moi. Les prédateurs intelligents entraînent leur cible à s'examiner sans cesse. De cette façon, la cible reste occupée à vérifier son ton pendant que le prédateur fait avancer sa stratégie. J'ai expiré un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Elle a poussé un contenant à emporter vers moi. Mange d'abord, puis nous retournons à la guerre. Cela est devenu le rythme de ma vie pendant un certain temps. Nourriture, notes, appel juridique, preuves, silence, respiration. Rebecca a agi vite. Elle a déposé notre réponse, contesté les points clés de leur cadrage et commencé à bâtir une contre-structure basée sur des conduites coercitives documentées, des représentations trompeuses, des interférences réputationnelles et la possibilité de réclamation de mauvaise foi sanctionnable. Si nous pouvions prouver qu'ils savaient que la base factuelle de leur affaire était fausse. La phrase cruciale était « si nous pouvions le prouver ». C'est là que Daniel Cross et la note de ma grand-mère sont revenus au centre de l'attention. 3 jours après le dépôt, Rebecca a organisé une séance de stratégie formelle avec Daniel dans son bureau. Oliver Grant nous a rejoints par appel sécurisé car l'historique financier était important. Je suis arrivé portant le même dossier que j'avais vérifié 5 fois pour l'exhaustivité,
même si je savais pertinemment que tout y était. Daniel est entré lentement, mais avec le genre de posture alerte qui faisait que les gens se redressaient autour de lui. Il a salué Rebecca comme une vieille collègue professionnelle, m'a gentiment fait un signe de tête et a posé une étroite boîte d'archives sur la table entre nous. Rebecca a dit, « Monsieur Cross, merci d'être venu. Supposons que nous aurons peut-être besoin que tout tienne bon face à un examen hostile. » C'est sage, dit Daniel. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvaient des copies certifiées, de la correspondance et un ancien sommaire de grands livres liés à une propriété commerciale appelée Ridgeway Common. Mon père avait toujours décrit cette propriété comme le tournant de sa vie professionnelle, l'actif qu'il avait sauvé avec une pure vision lorsque la famille avait le plus besoin de lui. J'avais entendu cette histoire depuis mon adolescence. C'était l'un de ses mythes préférés parce qu'il le faisait paraître à la fois brillant et accablé. Daniel a glissé le premier document vers moi. Votre grand-mère a acquis la position de pont d'urgence contrôlant l'actif Ridgeway par une liquidation privée de ses propres avoirs. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il a hoché la tête. Votre père n'a pas sauvé ce bâtiment avec un capital indépendant. Margaret l'a fait. La voix d'Oliver a traversé le haut-parleur de la conférence. Je regarde le résumé du transfert maintenant. Ce n'est pas un soutien mineur. C'est fondamental. Daniel a continué, l'entreprise de votre père aurait probablement échoué à ce stade sans son intervention. Rebecca s'est légèrement penchée en arrière, les yeux vifs. Connaissait-il la vraie structure? Oui, dit Daniel, mais pas toutes les conditions. J'ai baissé les yeux sur les papiers, le cœur battant. Daniel a sorti un deuxième document. Margaret a exigé qu'une partie de la richesse familiale future dérivée des distributions stabilisées de Ridgeway soit préservée par des canaux séparés, dont l'un a ensuite bénéficié à vos opportunités éducatives et de développement. Je l'ai regardé. M'a-t-elle bénéficié comment? Daniel m'a regardé dans les yeux. Sans utiliser de langage dramatique, Nathalie, je peux dire ceci clairement. Certains des premiers avantages que votre père a ensuite revendiqués comme un sacrifice pour vous ont été financés par les arrangements protégés de votre grand-mère, et non par sa générosité. Le silence a rempli la pièce. J'ai pensé aux écoles dont il se vantait d'avoir payé. Au stage qu'il avait présenté comme une providence paternelle. Au soutien aux études supérieures qu'il avait mentionné devant des parents comme preuve de dévotion paternelle. J'avais toujours cru qu'il avait contribué et peut-être qu'il avait contribué quelque chose, mais l'architecture sous cette histoire était soudainement différente. Rebecca a demandé, ces documents mineraient-ils un argument selon lequel M. Parker a construit de manière singulière les conditions du succès de Nathalie par un sacrifice parental extraordinaire? La réponse de Daniel a été calme. Oui. Oliver a ajouté, et s'il revendique des représentations de dépendance ou une participation implicite à la richesse basée sur sa position d'héritage, cela crée une exposition sérieuse. J'ai appuyé le bout de mes doigts contre le bord de la table. Donc l'histoire qu'il raconte au tribunal est au mieux sélectivement éditée, a dit Rebecca. Ce n'était même pas le choc complet. Daniel a de nouveau fouillé dans la boîte et a sorti un paquet scellé qu'il avait visiblement conservé pour le moment précis. Margaret a également conservé une correspondance personnelle parce qu'elle ne faisait pas entièrement confiance à l'appétit de Léonard une fois que l'argent est entré dans la structure familiale à grande échelle. Il a ouvert le paquet et a glissé des copies de lettres et un résumé de mémos. Ma gorge s'est serrée avant même que je n'ai fini la première page. Des années auparavant, bien avant le succès de mon entreprise, bien avant l'acquisition, mon père avait fait circuler des propositions internes visant à rediriger les ressources liées à la famille vers la continuité masculine. Il utilisait un langage plus propre, bien sûr. Il le faisait toujours. Mais c'était là, un schéma. Il pensait exactement dans ces termes depuis des années. Mason, la lignée, le nom, la structure. Tout cela était plus ancien que je n'avais voulu le croire. Je me suis assise en arrière dans ma chaise. Il avait planifié ce genre de choses avant même que je n'aie quoi que ce soit à prendre. Rebecca m'a regardé longuement. C'est important. Daniel a hoché la tête. Margaret craignait que si vous possédiez un jour une richesse substantielle indépendante de son influence, il essaierait de redéfinir le devoir familial d'une manière qui favoriserait le contrôle. J'ai ri une fois, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Donc, ma grand-mère connaissait assez bien mon père pour se préparer à un futur procès avant que je ne sois assez riche pour en imaginer un.
Margaret n'était pas sentimentale concernant le caractère. Danielle a dit qu'elle aimait la famille, mais qu'elle faisait plus confiance au comportement qu'au titre. Cette phrase m'a frappé presque physiquement parce qu'elle faisait écho à sa note. Exactement. Lorsque la réunion s'est terminée, Rebecca m'a demandé de rester. Après le départ de Daniel, elle a fermé la porte de la salle de conférence et a dit « Nathalie, ce que je vais dire n'est pas une réassurance émotionnelle. C'est légal et stratégique. Votre position vient de se renforcer. » J'ai croisé les bras fermement. Assez forte ? Potentiellement très forte, mais nous avons besoin de plus d'une surprise. Nous construisons des couches. Cela est devenu notre prochaine phase. J'ai tout donné à Rebecca. Chaque SMS de Mason, chaque message vocal de mon père, chaque capture d'écran que Léa avait envoyé, mon mémo audio de l'embuscade familiale, les registres des visiteurs de mon bureau, les invitations à des événements liés à la pression sociale. Et la liste des femmes qui m'avaient abordé au dîner de charité répétant le récit de ma mère presque mot pour mot. Nous avons également commencé à recueillir des témoins avec prudence, pas de manière imprudente. Léa a accepté de fournir une déclaration sur la chaîne de courriels familiaux et le ton qui l'entourait. Tessa, mon assistante, a documenté l'apparition inopinée de mon père au bureau et son insistance à contourner les procédures normales de visite. Le docteur Hélène Mercé a écrit une lettre claire et factuelle confirmant l'absence de préoccupations cognitives et d'observations cliniques étayant toute affirmation d'instabilité. Oliver a documenté que ma conduite financière avait été disciplinée, conservatrice et professionnellement structurée, sans comportement imprudent justifiant toute suggestion que j'étais incapable de gérer mes propres actifs. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Vanessa m'a appelé. J'ai failli la laisser sur le répondeur, mais la curiosité l'a emporté. Bonjour. Sa voix était douce, mais pas aussi contrôlée que d'habitude. Nathalie, salut. Je n'ai rien dit. Elle a expiré doucement. Je sais que je suis probablement la dernière personne dont tu veux entendre parler. Ce n'est pas le problème principal. Le problème principal est pourquoi tu appelles. Il y a eu une pause. Je veux te rencontrer en personne. Non, j'ai des informations. Cela m'a immobilisé. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la ville s'agiter en dessous de moi. Quel genre d'informations ? Le genre qui compte si cela va vraiment en audience. Je n'ai pas répondu immédiatement. Vanessa a continué plus doucement maintenant. Je ne te demande pas de me faire confiance. Je te demande de m'écouter avant que ton père et Mason ne décident qu'ils peuvent aussi me gérer. C'était intéressant. Un café, ai-je dit. En journée, en public. Pas de surprise. Nous nous sommes rencontrés l'après-midi suivant dans un café lumineux près de la rivière. Le genre d'endroit où personne ne peut chuchoter dramatiquement parce que les machines à vapeur de lait et les plats rendent le secret impossible. Vanessa est arrivée dans un manteau couleur camel et sans maquillage visible, ce qui la rendait d'une certaine manière plus sérieuse. Elle s'est assise en face de moi et a enveloppé ses deux mains autour de sa tasse de café sans boire. « Tu as l'air fatigué », ai-je dit. Elle m'a fait un sourire humoristique. « Toi aussi. Dis ce que tu es venu dire. » Elle a hoché la tête une fois. Mason n'est pas entièrement en contrôle de cela. Cela ne m'a pas surprise. Elle a continué. Il aime le résultat. Il aime l'idée d'accès, de statut, de sécurité, mais l'architecture, c'est ton père. Ta mère gère le cadrage social. Ton père gère la stratégie. Je l'ai regardé attentivement. Pourquoi me dis-tu cela ? Parce que j'en ai marre de vivre dans leur version de la réalité. Cette réponse était trop nette. J'ai continué à attendre. Elle a fouillé dans son sac et a sorti son téléphone. Un mois avant le dépôt, Mason était suffisamment ivre pour parler ouvertement dans notre cuisine. J'ai commencé à enregistrer parce que j'en avais marre qu'on me dise que les conversations n'avaient jamais eu lieu plus tard. Elle a tapoté l'écran et a posé le téléphone sur la table entre nous. J'ai entendu la voix de Mason presque immédiatement. Désordonnée, irritée, légèrement pâteuse. Il se plaignait du timing, de la pression légale et du fait que mon père voulait que les choses soient échelonnées afin qu'il n'effraie pas Nathalie trop tôt. Puis il y a eu une phrase qui m'a glacé le sang. Si elle ne signe pas les transferts volontaires, papa dit que la pression la fera paraître instable à la fin. Une fois qu'elle aura vraiment résisté,
le cercle social de maman fera la moitié du travail. J'ai fixé le téléphone. Vanessa a mis la conversation en pause. Il y en a plus. J'ai levé les yeux lentement. Pourquoi n'as-tu pas arrêté ça plus tôt? Son visage a alors changé. Pas de la défensive exactement. Plutôt de la honte mêlée de pragmatisme. Parce que pendant longtemps, j'ai cru pouvoir protéger mon propre foyer en restant utile. Et parce que quand on se marie dans une famille comme celle-ci, il vous entraîne à croire que la proximité du pouvoir est une sécurité. J'ai compris cela plus que je ne l'aurais voulu, a-t-elle ajouté. Je ne te demande pas pardon. Je te donne des preuves. J'ai tendu la main. Envoie-moi le fichier complet, format original. Elle l'a fait, là, à table. Puis elle a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Pour ce que ça vaut, ta mère ne pense pas que tu craqueras. Elle pense que tu transigeras pour éviter de paraître cruel. J'ai failli sourire. C'est utile. Je m'en doutais. Quand j'ai quitté le café, je n'ai pas ressenti de gratitude. La gratitude était trop simple pour ce que Vanessa m'avait donné. Mais j'ai ressenti une chose très clairement. Le filet autour de moi ne se refermait plus dans une seule direction. Nous tirions maintenant des fils de l'autre côté. Les semaines suivantes furent brutales, d'une manière plus discrète. Les litiges ne se déroulent pas toujours comme à la télévision. Il n'y a pas de coups de marteau dramatiques tous les jours. Principalement, il y a des échéances, des dépôts, des conférences, des demandes de documents, des lettres polies aux dents cachées, et la sensation constante et épuisante de voir votre histoire privée traduite en langage formel par des étrangers en costume. Mais ma vie ne s'est pas arrêtée. Cela a compté plus que je ne l'aurais cru. J'ai continué à consulter 2 jours par semaine. J'ai continué mes séances d'entraînement avec mon coach le mercredi matin. J'ai continué à dîner avec Julia tous les 2 vendredis, même quand j'arrivais trop fatigué pour dire grand-chose. J'ai arrosé les herbes aromatiques de ma fenêtre de cuisine. J'ai répondu au courriel de la fondation. J'ai appris que la stabilité, répétée délibérément, est l'une des façons les plus fortes de résister à la redéfinition psychologique par une crise. Un après-midi, en examinant des dossiers avec Oliver, j'ai eu un moment qui m'a plus changé que tout développement judiciaire. Nous passions en revue les historiques de comptes et les structures de transfert quand il a dit nonchalamment, vous savez, ce qui est intéressant, c'est à quel point vous avez toujours été conservatrice. J'ai levé les yeux, intéressant. Oui, les personnes accusées de volatilité financière émotionnelle laissent généralement des preuves de volatilité financière émotionnelle. J'ai presque ri. Cela semble évident. Ça l'est, dit-il. Mais les choses évidentes comptent dans les litiges. Vous avez construit des protections redondantes, des contrôles caritatifs, des avoirs diversifiés et reporté les dépenses de vanité. Vous êtes, franchement, ennuyeusement discipliné. Cela m'a fait sourire pour la première fois depuis des jours. Il a souri en retour. Bien. Gardez ce visage. Nous en aurons besoin plus tard. Plus nous nous préparions, plus je comprenais qu'il ne s'agissait pas seulement de gagner un procès. Il s'agissait de refuser l'identité qu'ils avaient passé des années à essayer de m'attribuer. La fille instable, la fille coupable, la fille endettée, l'enfant qui devait remettre les fruits de sa vie parce que la famille l'avait déclaré noble. Non, j'étais la fille qui avait écouté attentivement, construit attentivement, documenté attentivement, et finalement cessé de traduire la cupidité en amour. Au milieu de l'été, le tribunal a programmé une conférence de règlement importante avant une éventuelle audience publique sur les motions clés. Tout le monde s'attendait à de la pression. Tout le monde s'attendait à une performance. Rebecca s'attendait à ce que mes parents arrivent polis, blessés et moralement indignés. Elle s'attendait également à ce que leur avocat garde les choses sous contrôle à moins que Leonard Parker ne décide que sa propre voix était plus convaincante que la loi. Cette prédiction s'est avérée très exacte. La semaine précédant la conférence, Rebecca m'a invité à son bureau pour ce qu'elle appelait « l'alignement final de la posture », ce qui était une expression très « Rebecca » pour « nous allons nous entraîner jusqu'à ce que votre colonne vertébrale se souvienne d'elle-même ». Elle se tenait à la tête de la table avec un bloc-notes juridique jaune. Ils essaieront 3 choses. J'ai décapsulé mon stylo. Seulement 3. Elle a presque souri. 3 choses principales. Premièrement, la culpabilité. Deuxièmement, la pression de l'image. Troisièmement,
le compromis sélectif. À quoi ressemble le compromis sélectif? Il demande moins qu'avant, mais le structure de manière à créer un levier futur. Ils veulent que vous ressentiez un soulagement et que vous appeliez cela la paix. J'ai hoché la tête lentement. Elle a continué, s'ils ne peuvent pas vous dominer entièrement, ils se contenteront d'un point d'appui. J'ai noté cela. Elle a remarqué. Bien. Écrivez ceci aussi. Pas d'explications émotionnelles. J'ai levé les yeux. C'est difficile quand les gens qui vous attaquent sont vos parents. Je sais, mais vous n'êtes pas là pour les persuader que vous êtes humaine. Vous êtes là pour établir des faits. Je me suis penché en arrière. Et s'ils disent quelque chose d'outrageant? Ils le feront. Et si ma mère pleure? Elle ne le fera probablement pas, sauf s'il y a un public. Et si mon père essaie de paraître noble? Il le fera certainement. J'ai ri malgré moi. Le visage de Rebecca s'est adouci juste assez pour montrer qu'elle l'avait voulu. Nathalie, cette partie est importante. Ils sont intelligents. Ne les sous-estimez pas. Mais l'intelligence utilisée sans retenue crée des schémas. Vous avez ces schémas maintenant. J'ai pris une inspiration, et si ça va en audience publique, alors nous laisserons leur propre choix parler. La nuit précédant la conférence, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Non pas parce que je me sentais en sécurité, non pas parce que je pensais que des gens comme mes parents devenaient soudainement raisonnables au bord de l'exposition. J'ai dormi parce que j'avais enfin compris la forme de mon rôle. Je n'y allais pas en tant que fille suppliante. Je n'y allais pas en tant qu'enfant effrayé. Je n'y allais même pas principalement en tant que victime. J'y allais en tant que personne qui avait les dossiers. La conférence a eu lieu dans une grande suite de conférences annexes du tribunal, rattachée à la division civile. Mur neutre, calme fluorescent, sécurité en bas, climatisation trop froide, avocats se déplaçant avec des sacs en cuir et des visages exercés. La salle qui nous était attribuée avait une longue table, une crédence latérale avec des bouteilles d'eau intactes, et un mur de fenêtres donnant sur une tranche grise de la ville. Je suis arrivé avec Rebecca, Oliver, et une jeune associée de son équipe nommée Priya, qui avait le genre de précision discrète qui m'a immédiatement inspiré confiance. Léa n'était pas avec nous, mais elle restait disponible à proximité si nécessaire. Daniel Cross avait fourni des affidavits et des documents certifiés et n'avait pas besoin d'être physiquement présent à moins que les choses ne progressent. L'enregistrement de Vanessa avait déjà été authentifié et préparé pour une utilisation stratégique. Mes parents sont entrés 5 minutes plus tard avec Richard Holloway et un autre avocat que je ne connaissais pas. Ma mère portait un tailleur bleu pâle qui la rendait douce et digne. Mon père portait un costume bleu marine foncé et n'affichait rien d'autre que son sang-froid. Mason avait l'air plus cher que confiant. Vanessa n'était pas là. Les yeux de ma mère se sont posés sur moi, ont évalué ma posture, mon costume, le fait que je n'étais pas arrivé seul, et se sont refroidis d'1 degré. Richard a commencé avec une politesse formelle. Merci à tous d'être ici. L'espoir est que nous puissions identifier une voie à suivre qui préserve la dignité. Rebecca a répondu, la dignité survit généralement mieux à la vérité qu'à la manipulation. Richard a souri comme si elle avait complimenté le temps. Nous nous sommes assis. La première heure fut exactement ce que Rebecca avait prédit. Préoccupation, valeurs familiales, malentendus, contribution parentale, fracture émotionnelle, héritage, douleur, embarras public. Richard a tout présenté avec élégance. Mon père a utilisé cette voix douce et mesurée pour décrire un système familial sous tension. Ma mère a parlé de chagrin et d'aliénation. Mason n'a pratiquement rien dit, ce qui était sage de sa part. Puis vint le compromis sélectif. Richard a croisé les mains. Mes clients sont prêts à réviser substantiellement leurs attentes si Nathalie peut reconnaître par écrit la contribution économique et développementale significative que ses parents ont apportée à son ascension et accepter un véhicule de participation familiale structuré au fil du temps. Je l'ai regardé, ce qui veut dire? Il a fait un sourire patient. Cela signifie que nous n'avons pas besoin de relancer chaque sentiment blessé si nous pouvons honorer une vérité fondamentale. Rebecca a dit à nouveau, ce qui veut dire? Mon père a répondu cette fois. Participation progressive réduite, reconnaissance formelle, pas besoin de leader public. J'ai presque admiré la chorégraphie de cela. Demander tout mon avenir, puis demander moins, mais faire de ce moins une porte d'entrée légale.
Rebecca s'est légèrement tournée vers moi. Voudriez-vous que je réponde? Non, ai-je dit calmement. Je répondrai. J'ai regardé directement Richard en premier. Il n'y aura aucune reconnaissance écrite de récit de dépendance fictif. Puis j'ai regardé mon père, et il n'y aura aucun véhicule de participation, progressif ou autre, parce que ma vie n'est pas un pipeline successoral pour la structure familiale que vous préférez. Ma mère a secoué la tête d'un petit air triste, celui qu'elle utilisait en public pour laisser entendre sa déception sans colère. Nathalie, pourquoi rends-tu cela si cruel? J'ai rencontré ses yeux. Cruel, c'est d'essayer de redéfinir ta fille comme une ressource. Mason s'est agité sur sa chaise. Ce n'est pas ce que c'est. Je me suis tourné vers lui, alors dis clairement et officiellement que tu n'attends aucun bénéfice financier futur de ma succession, de mes avoirs ou de mes structures de fiducie. Il s'est figé une demi-seconde. C'était suffisant. Son avocat a sauté avant qu'il ne puisse répondre. Nous ne sommes pas ici pour créer des phrases chocs incendiaires. Rebecca a souri légèrement. Alors peut-être que vos clients devraient cesser de vivre dedans. L'ambiance dans la pièce a changé. C'était subtil au début, un durcissement, une légère perte de rythme de leur côté. Le genre de changement qui se produit quand une équipe réalise que l'autre n'est pas là pour s'épancher dans un piège. Puis mon père a fait ce qu'il faisait toujours. Quand le contrôle commençait à lui échapper, il parlait directement. « Tu agis », a-t-il dit, me regardant, comme une femme sortie de nulle part. Tout ce que tu es devenu est né d'une structure que nous avons bâtie. Il est obscène que tu nies maintenant ce que tu nous dois. Silence. Rebecca ne l'a pas interrompu. Moi non plus. Il a continué avec plus de force maintenant. Aucune personne sérieuse ne devient ce que tu es devenu sans architecture familiale, soutien, réputation, sacrifice et protection. Tu as bénéficié de tout cela. Et maintenant que les récompenses sont devenues significatives, tu appelles l'obligation manipulation. Richard s'est légèrement décalé à côté de lui, et j'ai su immédiatement que Léonard avait dérogé au script. Ma mère s'est penchée avec une expression de grâce blessée. Tout ce que nous avons jamais demandé, c'est l'équité. Je l'ai regardé, puis lui. Non, ai-je dit doucement. Vous avez demandé la propriété. Richard a tenté d'intervenir. Peut-être devrions-nous faire une brève consultation. Mais Rebecca a finalement bougé. Avant de nous interrompre, a-t-elle dit d'un ton égal. Je pense que nous devrions aborder la difficulté qu'éprouvent vos clients avec le concept de dossier factuel. Les yeux de Richard se sont légèrement rétrécis. J'écoute. Rebecca a fait un signe à Priya, qui a tendu un paquet soigneusement anglais. Une copie à Richard, une au deuxième avocat, une à l'officier de règlement nommé par le tribunal au bout de la table. Richard a ouvert la première section, et j'ai vu son visage devenir plus prudent. Rebecca a parlé du même ton calme qu'elle utilisait pour les réservations de restaurants et les démolitions juridiques. La section 1 contient des documents certifiés liés à la stabilisation commerciale de Ridgeway, reflétant que l'histoire de longue date de M. Parker d'un sauvetage familial singulier était matériellement incomplète. L'expression de mon père a changé d'1 degré. C'était suffisant pour que je le voie. Rebecca a continué, la section 2 reflète qu'une partie substantielle de ce qui a été à plusieurs reprises présenté comme un sacrifice économique parental a en fait été soutenu par les arrangements protégés de Margaret High. Ma mère a regardé mon père si rapidement que c'était presque involontaire. Bien. Rebecca ne s'est pas arrêtée. La section 3 inclut une correspondance historique suggérant une préférence de longue date de M. Parker pour la redirection de la valeur liée à la famille vers la continuité de la lignée masculine. Ce qui fait que les allégations actuelles ressemblent moins à une douleur spontanée et plus à un opportunisme idéologique. Mason est devenu pâle. Richard a tourné une autre page. Il était toujours composé, mais je pouvais voir l'effort maintenant. Ceci, a dit Rebecca, en tapant légèrement sur l'onglet suivant, est un problème factuel pour votre théorie du préjudice moral. La mâchoire de mon père s'est contractée. C'est une distorsion. Rebecca ne l'a même pas regardé. Et ceci, dit-elle, désignant l'onglet suivant, est un enregistrement vérifié provenant du foyer de M et Madame Bennett indiquant une discussion sur les stratégies de pression. Les récits d'instabilité et la participation du cercle social à la formation de la perception publique de Nathalie Parker. Cela est tombé comme un verre brisé dans une pièce silencieuse.
Mason a regardé la table. Richard a cessé de lire pour la première fois et a regardé directement ses clients. Je n'étais pas au courant de cet enregistrement. Personne ne lui a répondu. C'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Même leur avocat n'avait pas eu toute l'histoire. Intéressant. L'officier de règlement s'est raclé la gorge doucement. Monsieur Holloway. Richard a gardé les yeux sur le paquet pendant une autre seconde, puis l'a fermé avec une prudence délibérée. Cela change la posture, a-t-il dit. Rebecca a dit, oui, en effet. Mon père s'est penché en avant. Ces éléments n'altèrent pas le fait moral. Richard l'a coupé sèchement, et c'était le premier moment vraiment sec que j'avais vu de lui. Léonard. La pièce est devenue silencieuse, non pas parce qu'il avait élevé la voix, mais parce qu'il avait utilisé le prénom de mon père d'un ton qui disait « Arrête de parler avant de te faire encore plus de mal ». Les doigts de ma mère se sont crispés autour de son stylo. Richard s'est tourné vers Rebecca avec un sang-froid reconstruit en temps réel. Nous aurons besoin de temps privé avec nos clients. Rebecca a hoché la tête. Prenez-le. Nous sommes sortis dans le couloir pendant qu'ils se regroupaient dans la pièce. Mes jambes me semblaient étrangement légères, comme si mon corps n'avait pas encore rattrapé ce qui s'était passé. Priam m'a tendu de l'eau. Oliver se tenait les mains dans les poches, l'air plus satisfait qu'il ne se permettait de l'être. Rebecca est restée calme, mais je la connaissais assez bien à ce moment-là pour remarquer la minuscule étincelle dans ses yeux. Julia a envoyé un SMS à ce moment-là. Statut ? J'ai répondu, toujours en vie, peut-être plus qu'en vie. Elle a répondu instantanément, c'est ma fille. Après 20 minutes, nous avons été rappelés. La deuxième moitié de la conférence a été complètement différente. Fini la performance de la douleur parentale. Fini le langage doux sur l'amour fracturé. Richard a presque entièrement pris les rênes, et quand il a permis à mes parents de parler, c'était sous un contrôle strict. Mais le mal était fait. La pièce avait déjà vu la scission entre la rhétorique morale polie et la stratégie documentée. Puis, dans ce qui allait devenir mon moment préféré de toute l'affaire, Richard a tenté une dernière ligne de repositionnement. Il m'a regardé et a dit, « Mademoiselle Parker, même à la lumière des nouvelles informations, les tribunaux de la famille et les forums civils ont tendance à valoriser le contexte plus large de l'attente relationnelle. Vous comprenez sûrement qu'il y a ici des réalités émotionnelles qu'aucun dossier ne peut effacer. » Il essayait de leur laisser une voix digne, une phrase sur laquelle il pourrait encore s'appuyer. Et c'est alors que le souvenir m'est revenu avec une clarté absolue. La note de ma grand-mère. Fais confiance au comportement, pas au titre. La voix de mon père dans la salle de conférence. Chaque dollar que tu possèdes nous appartient de droit moral. Mason sur l'enregistrement de Vanessa parlant de la pression me faisant paraître instable. Ma mère me transformant en une demande de prière publique. Des années à entendre dire que le sacrifice était le prix de l'amour. J'ai regardé Richard Holloway et j'ai dit deux mots. Prouvez-le. C'était tout. Pas crié, pas dramatique, juste clair. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Parce que ces deux mots ont tout dépouillé de la table d'un seul coup. Pas de mythologie familiale, pas de langage doux et triste, pas de brouillard moral, juste des preuves. Prouvez les promesses. Prouvez le sacrifice tel que revendiqué. Prouvez la théorie de la dépendance. Prouvez l'histoire de l'équité. Prouvez le mensonge. Richard a ouvert la bouche. Puis l'a refermée. Non pas parce qu'il était stupide. Non pas parce qu'il manquait de compétences, mais parce que les personnes compétentes savent exactement quand le terrain sous leur argument a disparu. Le visage de ma mère a perdu toute couleur. Mon père m'a regardé dans un silence complet. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. Pas de colère, pas de confiance, pas même d'humiliation, mais de l'incertitude. Mason a regardé entre Richard et mon père comme un homme réalisant trop tard que la stratégie familiale n'était pas la même chose que la réalité légale. Personne n'avait de réponse. L'officier de règlement a brisé le silence le premier. Je crois que nous devrons peut-être discuter de l'exposition aux sanctions et d'une posture révisée. Rebecca a dit, je suis d'accord. Ce qui a suivi n'a pas été un effondrement digne d'un film. C'était mieux. C'était la destruction officielle et lente de leur levier. À la fin de cette journée,
leur parti avait retiré plusieurs exigences fondamentales. En moins de 2 semaines, après d'autres négociations privées et l'examen des preuves, la revendication plus large a commencé à s'effilocher. Richard Holloway est resté professionnel, mais je pouvais dire qu'il se concentrait maintenant sur la réduction des dommages plutôt que sur la victoire. Finalement, ils ont accepté de rejeter des portions importantes de l'affaire avec préjudice, à l'exception d'une structure de règlement sans intérêt qui ne leur donnait rien de ma fortune et de se soumettre à un langage mutuel strict de non-dénigrement avec des clauses d'exécution. C'était le résultat civil. Les retombées personnelles ont pris plus de temps. Les mots se sont répandus discrètement d'abord par les canaux familiaux, puis par les mêmes cercles sociaux que ma mère avait si soigneusement utilisés. Pas toute l'histoire l'aide d'un coup. Juste assez pour que les gens comprennent que le récit du parent digne et souffrant n'avait pas survécu au contact des documents. Assez pour que les gens cessent de répéter les commérages codés par l'inquiétude autour de moi. Assez pour que certaines invitations cessent d'arriver chez mes parents. Léa m'a appelé un soir et a dit, « Tu sais, tante Suzanne n'a pas été invitée à présider le gala des fêtes cette année. » J'ai remué la sauce sur ma cuisinière et j'ai dit, « Je ne savais pas. » Elle est furieuse. J'étais silencieuse. Léa a ajouté, « Les gens n'aiment pas découvrir qu'ils ont été utilisés comme choristes dans la campagne familiale de quelqu'un d'autre. » C'était une conséquence. Il y en a eu d'autres. La réputation de mon père dans certains cercles d'affaires a été affectée lorsque des questions discrètes ont commencé à émerger sur la part de son récit d'héritage emprunté au travail de sauvetage caché de Margaret High. Rien d'explosif. Il était trop prudent pour l'explosif. Mais dans les économies de réputation, le doute coûte cher. 2 opportunités consultatives ont disparu. Une invitation au conseil d'administration n'a pas été renouvelée. Des hommes comme mon père peuvent survivre à beaucoup de choses. Être reclassé en privé comme moins que pleinement digne de confiance n'est pas l'une des plus faciles. L'entreprise de salle de sport de Masson a échoué à la fin de l'année. Je n'en suis pas la cause. Je ne l'ai pas non plus sauvé. Il m'a appelé une fois après que tout se soit calmé. J'ai répondu parce qu'une partie de moi voulait entendre quelle voix il utiliserait maintenant que le langage judiciaire avait disparu. Nathalie, dit-il, sonnant étrangement plus petit que dans mes souvenirs. Que veux-tu, Masson ? Une longue pause. Je pense que les choses ont dégénéré. J'ai failli rire. C'est un résumé étonnant. Je suis sérieux. Moi aussi. Il a expiré. Papa a dit. Je vais t'arrêter là, ai-je dit calmement. Tu es un homme adulte. Quoi que papa ait dit. Tu as fait tes propres choix. Silence. Puis il a tenté un autre angle. Ma sœur me manque. J'ai regardé dans mon jardin où la lumière de fin d'automne attrapait le haut de la clôture. L'accès te manquait. Ce n'est pas la même chose. Il n'a pas argumenté. Quand nous avons terminé l'appel, je ne me suis pas sentie triomphante. Je me suis sentie claire. La clarté est plus silencieuse que la vengeance, mais elle dure plus longtemps. Quant à ma mère, elle a fait ce que les femmes comme elles font souvent quand le contrôle direct échoue. Elle a tenté une dernière rentrée gracieuse. Une note manuscrite est arrivée 3 mois après le rejet. Papier épais crème, élégante encre bleue, aucune excuse. Bien sûr que non. Juste de la tristesse, l'âge, la famille, le regret, le temps qui passe, et la phrase à laquelle je m'attendais sous une forme ou une autre. Quoi qu'il soit arrivé entre nous, j'espère que tu te souviendras qu'aucune mère n'arrête d'aimer sa fille. Je l'ai lu 2 fois, puis l'ai placé dans un tiroir sans répondre. Parce que l'amour qui n'arrive que lorsque le levier a disparu n'est plus le genre d'amour sur lequel j'étais prête à construire mon avenir. Ma vie est devenue plus calme après cela, mais pas comme par magie parfaite. Cela compte de dire que je ne me suis pas réveillé un matin complètement guéri avec une bande-son de violon en arrière-plan. J'avais encore des nuits où je rejouais d'anciennes conversations et ressentais une nouvelle vague de chagrin. J'avais encore des moments dans les supermarchés, lors d'événements caritatifs, ou des après-midi de dimanche aléatoires où le fait que mes propres parents avaient essayé de me démanteler en public me frappait à nouveau. La guérison, du moins pour moi, semblait moins dramatique que ce que les gens pensent. Cela ressemblait à dîner à ma propre table en paix. Cela ressemblait à changer mes serrures et puis oublier d'y penser. Cela ressemblait à rire avec Julia si fort devant un mauvais plat à emporter que je devais essuyer des larmes de mes yeux.
Cela ressemblait à finaliser une nouvelle branche de bourse via ma fondation au nom de Margaret Hay et savoir que personne ne pouvait la rediriger vers la machine à mythes de la famille Parker. Cela ressemblait à être assise dans le bureau de Rebecca après les dernières formalités administratives et l'entendre dire « Vous avez très bien fait ». Du même ton que certaines personnes réservent aux médailles. Un an après la conférence, j'ai vendu la maison de ville et acheté une maison plus calme un peu plus loin du centre-ville. Non pas parce que je fuyais, mais parce que je voulais un autre genre de paix, plus d'arbres, moins de bruit de la rue, une cuisine qui s'ouvrait sur le jardin. Un bureau avec suffisamment d'étagères pour les livres que je prétendais toujours lire plus souvent si la vie ralentissait. À la pendaison de crémaillère, Julia est arrivée la première avec du vin. Léa a apporté des fleurs. Oliver, étonnamment, a apporté un olivier et a dit que la richesse devrait toujours être symboliquement diversifiée, ce qui a fait rire tout le monde. Rebecca est arrivée en retard du tribunal, a posé un petit cadeau emballé et a regardé autour de ma cuisine avant de dire « Oui, cela vous convient ». J'ai souri parce que, c'est difficile de litiger un jardin parce qu'il se sent choisi, a-t-elle dit. Ce mot est resté avec moi. Choisi, non assigné, non hérité comme une dette émotionnelle, non façonné autour de qui avait besoin de quelque chose de moi, mais choisi. J'ai aussi commencé à fréquenter quelqu'un très doucement, très discrètement. Son nom était Gabriel Reed, un architecte que Julia connaissait depuis des années. Il était patient, réfléchi et avait la rare capacité de poser des questions directes sans me faire me sentir acculé. Il n'est pas venu me sauver. Il ne m'a pas fait de discours sur la façon dont ma famille n'avait pas réussi à m'apprécier. Il s'est simplement comporté comme un homme stable avec une boussole morale fonctionnelle, ce qui, après mon éducation, me semblait presque d'un luxe suspect. Un soir, nous étions assis sur les marches arrière de ma maison, regardant les lumières du jardin s'allumer quand il a demandé « T'inquiètes-tu jamais que tout cela ait changé ta façon de voir tout le monde ?» J'y ai réfléchi attentivement. Oui, ai-je dit, mais pas de la pire façon. Il m'a jeté un coup d'œil. Comment ça ? J'ai enveloppé mes deux mains autour de ma tasse de thé. Je fais confiance plus lentement maintenant, mais quand je fais confiance, c'est réel. Je ne confonds plus la confiance avec le caractère. Et je ne confonds plus la culpabilité avec l'amour. Il a hoché la tête comme si cela avait un sens parfait. C'était une autre nouveauté dans ma vie. Être comprise sans être gérée. Quant à mes parents, nous ne nous sommes pas réconciliés. Cette phrase me rendait triste d'une manière coupable. Maintenant, elle me rend triste d'une manière véridique, ce qui est différent. Je ne les ai pas coupés dans un accès de rage. J'ai construit une distance par la documentation, les limites et les preuves répétées. Ils ont eu de multiples occasions de reculer avant le tribunal, pendant le tribunal et après l'exposition. Ils ont choisi la stratégie plutôt que la relation à chaque fois. Finalement, mon père a envoyé un dernier courriel par l'intermédiaire de son avocat concernant certaines conditions administratives restantes. C'était formel, sans émotion et parfaitement fidèle à son caractère. Pas de chaleur, pas de responsabilité, pas de mention de la famille. D'une étrange manière, je préférais cela. Au moins, c'était honnête dans son propre langage froid. La dernière fois que je les ai vus tous les deux en personne, c'était presque 9 mois après la conférence, lors d'une collecte de fonds au musée à laquelle j'ai assisté parce que ma fondation avait parrainé une partie de l'aile éducative. Je ne savais pas qu'ils seraient là. Je les ai remarqués de l'autre côté de l'atrium avant qu'ils ne me remarquent. Ma mère en soie noire. Mon père avec sa posture droite habituelle. Il ressemblait exactement au genre de couple respectable en qui les gens ont confiance au premier coup d'œil. Pendant une brève seconde, la vieille douleur a vacillé en moi. La part de l'enfant, la fille qui avait si désespérément voulu être aimée sans condition. Puis ils m'ont vu. Ma mère s'est figée la première. L'expression de mon père a changé plus lentement. Mais c'était là encore, cette même incertitude que j'avais vue le jour où l'affaire avait éclaté. Non pas parce que j'étais devenu cruel, non pas parce que j'étais devenu quelqu'un à craindre, mais parce que j'étais là, en pleine vue du public, calme, respecté, impossible à contrôler et soutenu par une vérité qu'ils n'avaient pas réussi à enterrer. Je ne suis pas allé vers eux. Je n'en avais pas besoin. Un membre du conseil d'administration du musée m'a approché à ce moment précis, souriant chaleureusement et m'a remercié pour l'expansion des bourses financées par l'initiative Margaret Hay. Elle a dit que ma grand-mère aurait été fière. J'ai vu ma mère entendre chaque mot. C'était suffisant.
Plus tard ce soir-là, à la maison, je me suis tenu dans ma cuisine avec les lumières tamisées et j'ai pensé à la bizarrerie de la vie. Comment les personnes qui vous enseignent d'abord votre valeur peuvent aussi être celles qui se sentent le plus menacées lorsque vous l'apprenez enfin par vous-même. Pendant des années, mes parents avaient traité l'amour comme un contrat avec des clauses cachées. Obéis et tu appartiens. Fournis et tu comptes. Soumets-toi et tu es bonne. Refuse et tu deviens égoïste, instable, ingrate. Mais ils avaient tort. Je n'ai jamais été ingrate pour avoir refusé l'exploitation. Je n'ai jamais été instable pour avoir défendu la réalité. Je n'ai jamais été cruel pour avoir protégé ce que j'avais bâti. J'étais leur fille, oui, mais j'étais aussi ma propre personne. Et une fois que j'ai finalement compris la différence, leur emprise sur ma vie a pris fin bien avant que leur affaire ne le fasse. De tout ce que j'ai traversé, j'ai appris que les titres familiaux ne signifient rien si le comportement qui les sous-tend est basé sur le contrôle. Si les gens exigent votre sacrifice comme preuve d'amour tout en essayant de vous enlever votre paix, votre voix ou votre avenir, rappelez-vous que les limites ne sont pas de la cruauté. Parfois, la chose la plus honnête que vous puissiez faire est d'arrêter de traduire la cupidité en devoir familial.